Quelle est la plante la plus dangereuse au monde? La ciguë qui a tué Socrate? Ou peut-être la digitale qui, si vous la mâchez, vous provoquera un arrêt cardiaque? Petit joueur, voici la plante la plus dangereuse au monde. Elle a l'air de rien comme ça, mais elle tue environ 8 millions de personnes tous les ans. Cette plante, c'est tout simplement le tabac. Bon, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire la morale que fumer c'est caca, tout ça. C'est juste que ça me paraissait une intro intéressante pour vous parler de la fois où Mikhail Yangel, ingénieur soviétique, a échappé à la plus grave catastrophe de l'histoire de l'aérospatiale parce qu'il a fumé une cigarette. Quelle est la plus grave catastrophe de l'histoire de l'aérospatiale? Vous pourriez être tenté de me parler de l'explosion des navettes Challenger ou Columbia, qui ont chacune emmené avec elles 7 astronautes. Sauf que 7 astronautes, ça fait pas beaucoup de monde. Certes, c'est toujours 7 morts de trop, mais les astronautes ne sont que la partie émergée de l'iceberg des milliers de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens qui constituent un programme spatial. Et il n'y a pas de raison de considérer ces gens comme étant moins importants. Je dirais même qu'ils le sont plus. On peut faire voler une fusée sans astronautes, mais on ne peut pas la faire voler sans ingénieurs et sans techniciens. Et donc, vous avez déjà entendu parler d'accidents où des astronautes sont morts, parce que c'est spectaculaire et que ça passe à la télé, mais avez-vous entendu parler de la fois où 120 personnes sont mortes, et autant ont été blessées, constituant le plus grave accident de l'histoire des vols spatiaux? Aujourd'hui, je vais vous raconter la catastrophe de Nedelin. Mais d'abord, un peu de contexte. Je vous ai déjà abondamment parlé de Sergueï Korolev, le papa du programme spatial soviétique, et des rivalités qui minaient le développement des lanceurs russes. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos dédiées aux lanceurs géants N1, mais pour vous la faire courte, en URSS, des bureaux de recherche, les OKB, se tiraient la bourre, chacun cherchant à avoir les faveurs du Kremlin pour obtenir un financement pour son matos. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Korolev a pour mission de récupérer les ingénieurs allemands et leurs connaissances en matière de développement de missiles. À la tête de l'OKB-1, il développera le missile R1, qui est une copie du missile V2 allemand. De génération de missiles en génération de missiles, on arrive au R7. C'est lui qui mettra Sputnik en orbite. En découleront le Vostok, le Voshrod et le Soyouz, toujours en service. Le R7 et ses dérivés ont volé près de 1800 fois et moins de 4% ont merdé. Mais ces lanceurs, bien qu'il s'agisse techniquement de missiles, ont très vite été orientés vers l'exploration spatiale. Sauf que le Kremlin, l'exploration spatiale c'est bien pour sa propagande, mais en pleine guerre froide, pour tenir tête aux Américains, il veut surtout des missiles. Le Semyorka, c'est son petit nom, est certes très fiable, mais pose un problème de taille en temps de guerre. Son déploiement est très lent et pas franchement discret. Il faut plusieurs jours et des équipes nombreuses pour le mettre en œuvre. Et ça, c'est pas compatible avec l'idée de balancer une bombe atomique sur la gueule de son voisin. Le Kremlin veut donc un engin qui puisse être déployé en quelques heures seulement, voire moins si possible. Le gros problème du Semyorka, c'est qu'il utilise du kérosène refroidi et de l'oxygène liquide. Le kérosène refroidi, c'est simplement parce que quand il est froid, il prend moins de place, donc on peut en mettre plus dans le réservoir. Quant à l'oxygène, pour être liquide et ne pas prendre trop de place non plus, il doit être froid, lui aussi. Mais ça, d'un point de vue logistique, ça complique la mise en œuvre du lanceur. Il faut stocker les 2 ergols à basse température, et ils ne peuvent rester dans les réservoirs que quelques heures. Pour se tenir prêt à foutre sur la gueule des ricains à n'importe quel moment, il faut un missile qui puisse décoller à tout moment. Et donc un missile dont les réservoirs restent pleins et à température ambiante. De par ses relations, et surtout aussi par ses bons résultats, Korolev est très influent dans le domaine de la conception de missiles. Mais comme je vous l'ai dit, il a des rivaux. Il y a notamment Valentin Glouchko, son ancien collègue qui l'a dénoncé gratuitement pour pas finir au goulag à l'époque des purges staliniennes, et qui est le plus gros concepteur de moteurs fusées en URSS. Il y a aussi le chef de l'OKB 586, Mikhail Yangel. Korolev n'aime pas trop les militaires, lui ce qu'il veut c'est aller dans l'espace. Mais Yangel, lui, il s'en fout, tant qu'on le laisse concevoir des fusées. Missile ou lanceur spatial, il s'en bat les couilles. Donc quand Nikita Khrouchtchev veut un missile à pointer en direction des Américains,
Il pose la question à son meilleur ingénieur. Korolev lui répond que, bon, il existe bien des ergols stockables, hein, mais il n'est pas pour. Concevoir une fusée, quel que soit son usage, c'est pas de la tarte. Un paquet de trucs peuvent aller de travers et quand c'est le cas, ça finit en général en feu d'artifice. On parle quand même de réaliser une explosion contrôlée sous des dizaines de tonnes d'explosifs voyageant à plusieurs fois la vitesse du son. Donc oui, il existe des ergols stockables. C'est le mélange entre la diméthylhydrazine et l'acide nitrique fumant rouge. Rien qu'au nom, vous sentez venir le truc. La diméthylhydrazine est instable. Un choc trop violent ou une température trop élevée et elle brûle spontanément. Elle s'évapore très facilement et crée un mélange détonnant avec l'air dans des concentrations qui vont de 2 à 95%. Alors juste pour situer, si vous avez une fuite de gaz à la maison, ça peut provoquer une explosion, mais trop ou trop peu de butane dans l'air et il se passe rien. Avec l'hydrazine, ça pète à presque n'importe quelle concentration. Et évidemment, elle est hautement toxique. Et si vous n'êtes pas encore mort à ce stade-là, elle est aussi cancérigène. Quant à son comburant, l'acide nitrique fumant rouge, outre le fait qu'il soit lui aussi hautement toxique, il a aussi le bon goût de corroder les réservoirs où il est stocké, qui doivent alors être traités à l'acide fluorhydrique. Donc voilà le tableau. Oui, les ergols stockables, c'est faisable. Le rendement est moins bon que celui du kérosène, mais on peut remplir un engin d'hydrazine et d'acide nitrique et les laisser là à température ambiante, dans les réservoirs d'un missile stocké bien à l'abri dans un silo, et ce pendant un bon mois. Et tout ce qu'il y a à faire, si je puis dire, c'est d'appuyer sur le bouton rouge. Ces ergols sont d'ailleurs aussi dits hypergoliques, c'est-à-dire qu'il suffit de les mélanger pour que ça pète. Pas besoin de système d'allumage. Juste de les mélanger. Alors oui, c'est pratique. Mais est-ce que vous voyez où Korolev veut en venir ? Vous avez déjà 1001 raisons de vous cramer les sourcils en déployant un missile à cette époque, et vous voudriez rajouter ça à l'équation. Donc en bref, Korolev est opposé à l'usage de pareils ergols. Mais Mikhail Yangel, lui, ces considérations-là, il s'en fout, et profite du refus de Korolev pour soumettre un projet de missile baptisé le R-16, fonctionnant à l'hydrazine. En 1957, le premier Semyorka fait un vol test, puis emmène Spoutnik, premier du nom, en orbite. Korolev assoit ainsi son autorité. Mais 6 mois plus tard, Khrouchtchev lui redemande son avis sur cette histoire de R-16 qui a atterri sur son bureau. Parce que, lui, aller dans l'espace, oui, propagande, tout ça, mais il le veut quand même, son missile. Korolev lui redit que c'est une mauvaise idée, mais histoire d'avoir d'autres avis, le lendemain, Khrouchtchev se rencarde auprès de Valentin Glouchko, le mec que Korolev peut pas piffer. Et lui, forcément, il va lui dire que les ergols stockables, c'est bien. Et il va pousser le projet de son pote Yangel. Avant de valider le projet, Khrouchtchev demande une dernière fois son avis à Korolev, qui lui redit que c'est une mauvaise idée, mais pour pas se faire foutre au placard, propose de couper la poire en deux. C'est-à-dire développer à la fois le R-16 et son R-7. Et disons simplement que ça se passe assez mal. Khrouchtchev est pas d'accord et le ton monte. Korolev est une pointure dans le vol spatial, donc il reste dans la course, mais le développement du R-16 est confié à l'OKB 586. C'est la première fois qu'un aussi gros projet est confié à un autre bureau de développement que celui de Korolev. Le R-16 sera donc un missile militaire à 2 étages, développé par Yangel et propulsé par les moteurs de son pote Glouchko. Pendant ce temps, Korolev continue d'enchaîner les succès dans le domaine du vol spatial. Afin de tester le R-16, des infrastructures sont mises en place à Baïkonour. Le projet est mis sous la tutelle du chef des forces de fusée stratégiques, le maréchal Mitrofan Ivanovitch Nedelin, qui met un peu la pression à Yangel. Il aimerait bien se tirer les pompes de Khrouchtchev en lui faisant la démonstration d'un missile fonctionnel avant l'anniversaire de la Révolution d'octobre de 1960. Et comme on le sait, rien de tel que de fixer des délais arbitraires sans tenir compte du temps réellement nécessaire pour que tout se passe bien. En septembre, l'assemblage du premier missile R-16 est terminé et il est acheminé vers Baïkonour pour un vol programmé le 23 octobre, soit 2 semaines avant l'anniversaire de la Révolution d'octobre, qui a lieu le 7 novembre. On a déjà parlé du calendrier julien et on reparlera du calendrier julien, mais oui, en URSS, la Révolution d'octobre a eu lieu en novembre. Bref, 2 jours avant le lancement, le missile est installé sur son pas de tir, mais il a d'ores et déjà accumulé les problèmes techniques assez fâcheux
comme rien que moins que le système de contrôle en vol qui merdouille. Une fois sur son pas de tir, le missile est rempli avec ses ergols. Hautement toxiques, je rappelle. Les mesures de sécurité impliquaient que tout le personnel non essentiel à la manœuvre dégage le pas de tir. Mais Nedlin, trop content de lécher le cul des huiles du Kremlin, n'empêchera pas plus de 150 militaires et civils de s'approcher de l'engin. Lui-même se fera installer un fauteuil à une vingtaine de mètres du missile pour superviser la préparation. Comme je vous l'ai dit, les ergols du R-16 sont hypergoliques. Il suffit de les mélanger pour que ça pète. Donc chacun des deux étages du lanceur possède deux lignes, une pour l'hydrazine, l'autre pour l'acide nitrique, qui mènent au moteur. Et au sommet de ces lignes, une membrane maintient les ergols dans leurs réservoirs respectifs. Des charges explosives sont disposées dessus pour les rompre au moment du lancement. Sauf que lors d'un test avant le décollage, la membrane du réservoir d'acide nitrique du premier étage est rompue en avance. En vrai, ça n'empêche rien, si ce n'est que dans cet état, le missile ne peut plus rester plus de 48 heures sans partir, sinon c'est retour au hangar d'assemblage. Mais peu après, c'est le système électrique de la turbopompe du réservoir d'acide nitrique qui flanche. Et le lancement doit être interrompu le temps que les réparations soient faites. Normalement, là, le missile aurait dû être vidé de ses ergols pour être réparé. Mais quand les ingénieurs viennent dire ça à Nedlin, il leur répond que, en temps de guerre, ils n'auraient pas le temps et qu'ils devraient lancer leur engin au plus vite. Donc tu fermes ta gueule et tu retournes travailler. Alors oui, mais 1, on n'est pas en temps de guerre, et 2, c'est le premier vol expérimental d'un missile blindé d'ergols hautement toxiques qui explose tout seul. Donc ça serait peut-être pas mal d'y aller mollo quand même. Bon, ça c'est moi qui le dis, hein. Les mecs répondaient ça qui finissaient au goulag. Donc ils ferment leur gueule et ils obtempèrent. Et l'empressement de Nedlin va précipiter la catastrophe. Le fait est que les réparations traînent jusqu'au lendemain. Nedlin, agacé, non seulement squatte le pas de tir pour superviser les réparations, mais en plus les autres huiles invitées pour le lancement quittent leur estrade à 800 mètres de là et viennent elles aussi, ainsi que Yangel, le concepteur du missile, traîner autour de l'engin de 30 mètres de haut chargé de 130 tonnes d'explosifs. Donc imaginez la pression sur les épaules des techniciens et des ingénieurs sur place. Donc ça va pas rater, ils vont faire de la merde. Les tests pré-vol sont conduits en même temps les uns que les autres et les procédures de sécurité passent à l'as parce qu'elles prennent trop de temps. Alors que l'engin est enfin prêt, un nouveau problème se présente. Le système qui doit activer les différents organes du missile lors de la séquence de tir foire. Parce qu'après qu'un test ait été mené dessus, il n'a pas été réinitialisé. Le vol est à nouveau reporté d'une demi-heure. Sauf que ce système, appelé PTR pour distributeur de courant programmé, même si l'acronyme ne marche pas en français, est censé réaliser l'autoséquence de démarrage. Et il a déjà mis sous tension les batteries et alimenté les lignes de carburant. À ce stade-là, une seule valve retient le carburant de pénétrer dans les moteurs. Nedlin retourne sur le pas de tir. Un ingénieur tente de l'en dissuader. À qui il répond « Je suis officier, qu'est-ce qui devrait me faire peur ?» Il est 19h moins le quart. 250 personnes traînent à nouveau sur le pas de tir le temps que le missile soit remis en ordre de marche. Un technicien est chargé de réinitialiser le PTR. Sauf que normalement ça se fait hors tension, mais là c'est pas le cas. Quand le système est réinitialisé, il envoie par erreur un signal d'ouverture à la dernière valve qui retenait la mise en route du moteur du deuxième étage. Ça et les caméras. Oui, les caméras censées filmer le décollage étaient reliées au même système. Le deuxième étage se met en route, détruisant instantanément le premier étage rempli, je le rappelle, de dizaines de mètres cubes d'ergols toxiques et corrosifs qui ne demandent qu'à être mélangés pour exploser. Des dizaines de personnes, dont Nedlin sur son fauteuil et les personnes présentes sur la structure supportant le missile, sont instantanément vaporisées par la boule de feu de près de 120 mètres de diamètre. D'autres fuient l'incendie, mais sa chaleur est telle qu'elle met le feu à leurs vêtements et leurs cheveux. Ceux qui survivent à ça périront par les gaz toxiques résultant de la combustion des ergols. Ah oui, j'avais oublié ce détail, même les résidus de combustion sont toxiques, mais on n'est plus à ça près. Près du pas de tir se trouve un bunker. Parmi les survivants de la première explosion, un bon nombre se dirigent vers celui-ci. Mais entre eux et l'abri se trouve une route fraîchement asphaltée. La chaleur de l'incendie la fait immédiatement fondre, et les malheureux se retrouvent englués dans le goudron et mourront cuits sur place. Les explosions s'enchaînent pendant une vingtaine de secondes et l'incendie qui en résulte brûlera pendant 2 heures supplémentaires. Des témoins rapporteront avoir vu la boule de feu à plus de 50 km de là.
Dans les victimes, on compte Nedlin, l'ingénieur en chef responsable du système de contrôle du missile, le commandant du pas de tir, le responsable des tests du R-16, ainsi que plusieurs membres du Politburo et des hauts dignitaires militaires. Mais pas Yangel. Michael Yangel était lui aussi sur le pas de tir, à péter les couilles des ingénieurs et des techniciens et à les mettre dans un état de stress suffisant pour leur faire des erreurs menant à cette catastrophe. Mais quelques minutes avant l'accident, avec quelques autres responsables, il a décidé de prendre une pause. Une pause clope. Mais je vous rappelle qu'il se trouve sur le pas de tir d'un missile rempli d'un carburant qui explose s'il a un peu trop chaud ou qu'on le secoue un peu trop fort. Alors il a décidé, par mesure de sécurité, d'aller fumer sa cibiche dans le bunker d'à côté. C'est cette cigarette qui lui sauvera la vie. Et c'est lui qui, ensuite, informera Khrouchtchev de la catastrophe. J'aurais pas voulu passer ce coup de fil. Khrouchtchev ordonna immédiatement la tenue d'une enquête qu'il confiera à Léonid Brejnev. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que Brejnev, c'est le mec qui évincera Khrouchtchev du pouvoir quelques années plus tard. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs arrivent dès le lendemain et comptabilisent 90 morts, dont 74 sur le pas de tir et 16 autres succombant à leurs blessures dans les jours qui ont suivi. 2 corps supplémentaires trouvés plus tard feront monter le bilan à 92 victimes. La commission arrivera à la conclusion que je vous ai déjà livrée, à savoir le système de démarrage du missile mal remis à zéro et qui a lancé le 2e étage. Mais évidemment, elle arrivera aussi à la conclusion que l'absolue négligence des règles de sécurité explique l'accident. Brejnev n'ordonnera cependant aucune sanction, au prétexte cynique que les responsables avaient déjà payé pour leur faute. Les installations de Baïkonour furent remises en ordre et les tests du R-16 reprirent en février de l'année suivante, avec le missile s'écrasant en Sibérie. Après plusieurs échecs, il devint opérationnel en juin 1963 et fut retiré du service en 1974. Mais URSS et programmes militaires obligent, tout ceci fut tenu absolument secret. Aujourd'hui, cet événement qu'on appelle la catastrophe de Nedlin, on le connaît grâce à l'ouverture des archives de l'URSS lors de la chute du régime. Mais avant ça, il était gardé dans le secret le plus total. La mort de Nedlin a été expliquée par un crash d'avion. Les familles des victimes ne surent jamais ce qui s'était passé, mais la rumeur d'un grave accident s'est vite répandue parce que, une centaine d'ingénieurs, de techniciens et de responsables du programme de missiles militaires qui disparaissent mystérieusement en même temps. Aux États-Unis, des rumeurs ont circulé grâce à des transfuges, mais elles en sont restées là, à l'état de rumeurs. Sur place, on a rassemblé les restes des victimes impossibles à identifier dans un sarcophage. Il faudra 3 ans pour que les responsables du centre de Baïkonour obtiennent le droit d'ériger un monument aux morts. Celui-ci liste les 54 victimes dont on ignore l'identité. Mais en définitive, et bien entendu à cause de l'opacité du régime soviétique, le nombre réel de victimes reste inconnu. Les estimations vont jusqu'à 200 morts, même si les plus réalistes semblent tourner autour de 120, avec autant de blessés. Aujourd'hui, le 24 octobre 1960 reste la date du plus grave accident de l'aérospatiale à ce jour, à moins que le plus grave accident de l'aérospatiale ait eu lieu le 14 février 1996. Mais bon, comme les communistes ne savent pas communiquer en toute transparence, on ne le saura probablement jamais. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois. Quoi qu'il en soit, cette catastrophe n'a pas mis un frein à l'usage d'ergols hypergoliques, parce qu'il faut reconnaître que c'est vachement pratique, et raisonnablement sûr quand on fait pas n'importe quoi comme au début du programme spatial soviétique. Donc l'URSS poursuivra l'utilisation de diméthylhydrazine. Les Américains, eux, utiliseront de l'aérosine, un mélange d'hydrazine et de diméthylhydrazine, plus stable et au meilleur rendement, qui brûle avec du peroxyde d'azote. C'est notamment le carburant du train lunaire. Les fusées Ariane 1 à 4 fonctionneront avec un moteur Viking consommant de la diméthylhydrazine et du peroxyde d'azote. Aujourd'hui, on utilise principalement les moteurs cryogéniques. Ils demandent des ergols refroidis, mais leur rendement est bien meilleur, et dans le cas du kérosène, ils ne rejettent que de l'eau et du CO2. Mieux, quand ils brûlent de l'hydrogène, ils ne rejettent que de l'eau, comme le moteur Vulcain d'Ariane 5. Mais les ergols hypergoliques sont encore utilisés sur les lanceurs chinois, ou dans le moteur Draco qui sert aux manœuvres orbitales et qui équipe le dernier étage des Falcon 9 et la Crew Dragon de SpaceX.
En URSS, dans l'OKB 52, un autre rival de Korolev, Vladimir Tchelomei, a lui aussi préféré les ergols stockables aux ergols refroidis. C'est le concepteur de l'UR500 qui deviendra le lanceur Proton. Si dans l'espace, on s'en fout, au sol c'est pas la même chose et les lancements de fusées Proton ou longue marche restent très polluants. Si les Russes veulent remplacer les Protons par le lanceur Angara, les Chinois, eux, donnent un peu l'impression de s'en battre impérialement les couilles. Mais encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronautiques et à la revoyure.